Ok. Merci de votre invitation et bon anniversaire à tout le monde. Je trouve qu'on n'est pas trop mal conservé, la plupart d'entre nous. Donc, la question qu'on m'a demandé de traiter, de couvrir avec vous, c'est quelle est la place et le rôle de la concertation sociale aujourd'hui dans un monde qu'on connaît bien, qui est plein d'incertitudes et sans doute de dangers, de difficultés. Et l'idée que je voudrais défendre, c'est que dans la foulée de ce que Dirk vient de présenter, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la concertation sociale a bien sûr évolué, mais je pense qu'elle est restée organisée sur des grands principes qui ont survécu depuis lors et qui sont restés fondateurs du fonctionnement de la concertation sociale jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, me semble-t-il, ces grands principes sont mis en difficulté par les mutations en cours. Et je voudrais travailler en 3 étapes. Tout d'abord, je voudrais rappeler très brièvement, parce que je ne vais pas rappeler ce que Dirk vient d'expliquer très clairement, je voudrais rappeler peut-être quelques éléments clés des grands principes qui ont organisé la concertation sociale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, je regardais, mais en quoi ces principes sont-ils mis en cause ou en difficulté aujourd'hui ? Et dans un 3e temps, on essaiera de voir quels sont, à partir de là, les scénarios pour l'avenir. Et dans les 3 étapes du raisonnement, je vais essayer de faire la différence entre les acteurs de la concertation, les objets sur lesquels on discute, les objets centraux, et dire qu'on a donné déjà quelques éléments, et des lieux comme le Conseil central de l'économie. Donc, quelles sont les bases de la concertation sociale posée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Mais il y a toute une série de principes qui ont été posés vraiment par les interlocuteurs sociaux à la fin de la guerre et qui prévalent jusqu'à aujourd'hui. Et on voit émerger à la fin de la guerre tout un système de concertation qui est vraiment ancré dans un contexte social et historique précis. C'est comme disent Foucault et Groulx, le capitalisme de l'après-guerre, tout d'abord le plein emploi, les grands compromis sur la sécurité sociale ou le pouvoir d'achat, ce qui constitue, d'après Foucault et Groulx, un moment exceptionnel, qui était celui de l'après-guerre, mais qui a quand même réussi à traverser toutes les transformations du XXe siècle de façon assez adaptative. Donc les bases étaient bien dans le projet d'accord de solidarité sociale de 1944, avec cette volonté des interlocuteurs sociaux de reconstruire le pays ensemble pour améliorer, dit le projet de pacte social, les conditions d'existence de la population dans son ensemble grâce à la prospérité économique. En échange, la prospérité économique passe par la bonne marche des entreprises. Il y a donc bien cette volonté conjointe des organisations patronales et syndicales d'améliorer les conditions d'existence de la population. Ça va se traduire donc dans la reconnaissance mutuelle entre les acteurs, dans ce que Dirk a rappelé un monopole de la représentation et un système qui est de base bipartite, mais avec toujours une présence du gouvernement qui va s'affirmer de plus en plus tout au long du XXe siècle. En termes d'objets, on a bien ce que Dirk a rappelé, cette idée d'un compromis fordiste qui va prévaloir tout le long des 30 glorieuses, les si mal nommées 30 glorieuses, puisque ce n'était pas 30 ans et elles n'étaient pas si glorieuses comme ça pour tout le monde. Mais avec ce compromis fordiste où on échange productivité contre progression des revenus. Les entreprises font des investissements de productivité, les travailleurs font des efforts de productivité. En retour, ça génère une croissance des gains pour l'entreprise qui sont réinvestis partiellement en investissement de productivité et partiellement en augmentation de revenus, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les allocataires sociaux. Bon, bien sûr, ce compromis fordiste craque de partout avec les chocs pétroliers, premier choc pétrolier en 1973, où on va voir arriver ce que, de nouveau, Foucault et Groulx appellent les ruptures post-fordistes. Et c'est à partir des années 80, comme l'a rappelé Dirk, qu'on va voir ce glissement progressif de la productivité vers la compétitivité. Il ne suffit plus de produire
efficacement à un coût contrôlé, il faut produire efficacement à un coût contrôlé moins cher que ce que font les autres pays, et en particulier les pays voisins. Et donc ça, c'est vraiment la base de la loi de 96 qu'on vient de rappeler. Donc on va évoluer tout au long des années, la fin des années 80 jusqu'aux années 90, vers une importance croissante donnée à la compétitivité. Et en termes de structure et d'instance, clairement, les acteurs vont tout au long du XXe siècle construire ce néocorporatisme, un mode de gouvernance dans lequel l'État partage une partie de ses prérogatives avec les interlocuteurs sociaux, ce qui nous paraît sans doute, nous, évident ici dans cette salle, mais qui est assez rare. Et quand vous parlez de ça dans certains pays, on vous regarde, aux États-Unis, on trouvait ça très bizarre, et nous n'imaginons même pas d'en parler à des Chinois. Donc on a un partage néocorporatiste dans lequel, comme rappelle Anne Guisset, l'État va partager son rôle avec les interlocuteurs sociaux. Il y a une participation des groupes d'intérêt, des organisations syndicales patronales à la décision politique, en la préparant, en la mettant en œuvre, à côté du Parlement, dans une démocratie parlementaire. Il y a donc un rôle clé donné aux interlocuteurs sociaux dans une régulation conjointe de l'économie et du social. Ça aussi, c'est un élément fort de la Belgique. C'est que non seulement la concertation sociale joue un rôle dans les questions sociales, ce qu'on va trouver dans beaucoup de pays européens, par exemple, mais elle joue un rôle dans la régulation économique, ce qui est tout à fait particulier. Avec ce système extrêmement intégré, donc de l'interprofessionnel jusqu'à l'entreprise, tous les secteurs sont couverts, et non seulement les questions sociales, mais aussi les questions économiques, ce qui est un système tout à fait particulier qu'on va trouver chez nous. Alors, aujourd'hui, clairement, il y a une série de ces principes qui se trouvent mis en difficulté. Alors, pour ce qui concerne les acteurs, je pense que la représentativité se maintient et le monopole est bien étayé, bien appuyé. Mais on va voir des difficultés croissantes à fédérer les intérêts, avec toute une série d'éléments qui vont venir perturber ce que Dirk a appelé la légitimité de la généralité. Très grande difficulté à fédérer des intérêts. On a notamment un poids croissant des grandes multinationales étrangères, pour qui le terme même de concertation sociale s'apparente à du chinois. J'ai regardé StatBel, par exemple, en 2020, montre que plus d'un emploi sur 4 en Belgique relève d'un groupe multinational étranger, avec une influence très forte de ces grandes entreprises qui viennent tirailler un modèle de fonctionnement qui est inscrit au sein de l'État-nation. Du côté, par ailleurs, cette influence des multinationales, mais aussi les relations entre le capital et le travail vont se trouver très distendues. La distance entre les propriétaires du capital et les travailleurs peut se trouver extrêmement grande à certains moments. Riordan et Kowalski disent que la distance devient ce qui caractérise les relations d'emploi et forme une brèche dans les relations d'emploi. Et cette distance, elle se marque par le fait que les propriétaires du capital sont, parfois on ne sait pas très bien où, tandis que les travailleurs, eux, sont localisés à l'intérieur de l'État, du pays. Et en parallèle, on a une évolution des structures des entreprises avec les chaînes de valeur globale, les entreprises en réseau, des systèmes divers de sous-traitance. On voit aussi parallèlement une diversification accrue de la main-d'œuvre. Et Riordan et Kowalski soulignent par exemple que c'est plutôt un collectif rassemblé sur des intérêts communs propres à une appartenance de classe, comme Dirk l'a rappelé tout à l'heure, mais bien une diversité d'identités sociales et de valeurs qui vont s'exprimer. Et on a des travailleurs qui peut-être vont se sentir solidaires à un moment, ou même des citoyens qui vont être solidaires d'un groupe puis d'un autre, avec bien sûr une influence là-dedans
actuellement des réseaux sociaux. Et donc, à un groupe de travail relativement cohérent face à un employeur bien délimité, se substituent des identités multiples, internes et externes à l'entreprise, qui rendent la capacité à fédérer les intérêts de plus en plus difficile. En termes d'objets, sur quoi on négocie ? Par exemple, Gregor Murray et ses collègues identifient 7 lignes de fracture qui, dans les années 2020, fragilisent les formes traditionnelles de régulation. Je vais les citer rapidement. Il y a la technologie dite disruptive, la crise climatique, les menaces de pandémie, je crois que tout le monde ici voit de quoi il s'agit, la dilution des frontières de la firme par le recours à la sous-traitance et à l'externalisation, la reconfiguration des chaînes de production à l'échelle de la planète, une redéfinition du rôle de l'État et, ça fait bien 7, la transformation des solidarités entre travailleurs, comme je viens d'évoquer. Je trouve que Suppiot ramène tous ces enjeux sous 3 grands enjeux et qu'il les définit très clairement. Suppiot a fait une conférence à l'occasion du 100e anniversaire de l'Organisation internationale du travail. Il dit qu'il y a 3 grands défis qui se posent aujourd'hui. Le premier est technologique. Avec la révolution informatique, l'assimilation du travailleur à la machine a pris un nouveau visage. Le deuxième défi est écologique. Ça, c'est la crise environnementale. Et le troisième défi, dit Suppiot, est d'ordre institutionnel, relatif, je le cite, à l'asymétrie des règles qui organisent les marchés internationaux, marchés des capitaux, des produits, des services, et des règles qui, par ailleurs, organisent ce que Suppiot appelle la justice sociale et la justesse environnementale. Donc, on a vraiment cette asymétrie. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail sur la technologie. C'est clair que la technologie modifie non seulement les manières de travailler, mais aussi le rôle des secteurs. Certains secteurs sont en crise, en difficulté, menacés. Que va devenir le transport routier dans une économie décarbonée, par exemple, et tandis que d'autres secteurs émergent avec des nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Personne aujourd'hui ne peut prédire ce qui va arriver exactement. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des déplacements, sans qu'on sache très bien dire dans quel sens ils vont se produire. Et Pallier nous dit que ces déplacements vont aussi générer de nouveaux clivages. Il souligne, par exemple, Pallier souligne la division croissante entre une classe dite créative internationalisée, en tout cas dans le monde de la technologie, qui est concentrée dans les grands centres urbains, et puis à côté, on pourrait dire en bas, une classe émergente de celles et ceux qui vont travailler pour ceux-là, pour les premiers, pour s'occuper des enfants, des aînés, préparer les repas, etc. Deuxième défi que Suppiot identifie, la transition environnementale, qui amène la question vraiment aussi de nouveau de ces déplacements, des objets de la négociation, de la concertation qui déplacent ces objets. Et le troisième défi de Suppiot, c'est sur le plan institutionnel. Depuis 40 ans, dit-il, un conflit de logique juridique s'est fait jour entre, d'une part, les principes et règles du commerce et de la finance internationale qui traitent le travail, les médicaments, les cultures ou les ressources naturelles comme de purs biens économiques en compétition sur un marché sans frontières, et d'autre part, les principes et règles de la justice sociale ou de justesse écologique. D'où un ordre des Suppiot juridique international schizophrène, dont l'hémisphère financier et commercial incite à ne pas ratifier et appliquer des normes dans son hémisphère social et environnemental, dont l'hémisphère social et environnemental proclame la nécessité. Et donc le compromis fordiste a vécu. On est dans un contexte où ce sont d'autres préoccupations qui viennent sur la table. Le pouvoir d'achat reste bien entendu, vous êtes bien placé pour le savoir, un sujet de préoccupation. Mais je crois que l'enjeu des débats se déplace de plus en plus vers la notion de transition juste. Comment non seulement gérer les effets de la crise écologique ou de la mutation écologique, mais comment aussi l'accompagner et développer peut-être une stratégie de transition sociale et écologique intégrée. Alors, pour ce qui concerne les instances, je pense que les évolutions de fond, c'est vraiment d'un côté
toute cette concertation sociale qui s'est construite à l'intérieur de l'État-nation, dans la cohérence d'un État-nation clairement délimité. Et cet État, bien sûr, se creusait et tiraillé par des évolutions multiples. On a la globalisation des marchés, des entreprises. On a l'européanisation avec l'intégration européenne, l'Union européenne, son rôle économique et politique. Et par ailleurs, en Belgique, on a en même temps, vers le bas, la fédéralisation des structures de l'État. Et donc, ce qui faisait cohérence au plan national se trouve tiraillé entre des évolutions en tous sens, ce qui fait que le périmètre national de la concertation est un peu en tension. Les lieux qui étaient reconnus comme espaces de démocratie sociale au plan national rencontrent ainsi une double difficulté. D'une part, on a des lieux qui se déplacent vers l'international, vers les régions, les communautés. Et d'autre part, on va voir aussi une crise des institutions traditionnelles de la démocratie, avec des mises en cause des formes de démocratie traditionnelles, des institutions de la démocratie, des tendances ou d'une volonté d'aller vers des formes plus radicales d'expression, le poids des réseaux sociaux dans l'expression où toute une série de citoyens ou de travailleurs en particulier ne voient plus l'utilité de passer par des représentants, les représentations classiques. Donc tout ça met en difficulté nos modèles de concertation. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce contexte-là ? Quel est l'avenir de la concertation sociale ? Vous aimeriez bien le savoir. Ben moi aussi. Pour répondre à cette question piège, je vais partir de ce que disent Strick et Telen. Ils disent que quand on regarde l'évolution et le changement des institutions, on peut avoir deux lignes qui permettent de distinguer ce qui se passe. D'un côté, le changement peut être incrémental, progressif, par petits pas. De l'autre côté, il peut être abrupt, en une fois. Et sur l'autre dimension, on peut avoir un changement qui s'inscrit dans la continuité, où on reproduit l'existant tout en l'aménageant, ou on peut avoir un changement qui est dans la discontinuité. Ce qui amène à 4 scénarios possibles. Moi, je vais en retenir 3. Un premier scénario, c'est celui du statu quo. On continue de la même manière, on poursuit sur la lancée, sans modification majeure. C'est un scénario possible, mais on voit bien que la capacité de régulation et la capacité d'intervention devient plus étroite, plus contrainte, alors que les besoins sont gigantesques. Les besoins, la transformation de la société d'aujourd'hui demande un accompagnement par les acteurs et pas seulement par le politique. Donc, toute l'histoire de la concertation sociale au cours du XXe siècle a bien montré que les organes et les instances sont capables d'évoluer, de s'adapter, de renouveler leurs pratiques, de se transformer. Mais peut-être que maintenant, dans un contexte d'internationalisation, de fragmentation des entreprises de la main-d'œuvre, d'urgence climatique, de mise en cause des institutions de la démocratie, le risque est grand aujourd'hui de voir le rôle et la capacité d'action et la légitimité des organes de la concertation sociale se réduire petit à petit. Dans ce scénario du statu quo, le risque est grand, dit Tudrose, d'arriver à un dialogue social qui fonctionne à bas bruit et qui se fiche dans une routine formelle et institutionnelle. C'est un scénario possible. Un deuxième scénario, ce serait celui de la rupture et du remplacement par autre chose. C'est-à-dire, il n'est pas exclu que les organes qui ont été créés dans l'après-guerre à l'intérieur d'un contexte tout à fait particulier sur le plan social, économique et historique, se trouvent mis en difficulté et soient vraiment menacés à un moment donné. Dans un pays comme la Belgique, par exemple, ça pourrait se faire par la prise la montée en puissance des lieux régionaux, communautaires,
alors que par ailleurs, il y a des évolutions au plan international qui se passent. Et on pourrait très bien imaginer dans ce scénario de la rupture que les structures néocorporatistes héritées de l'après-guerre aient vécu. Il y a certains auteurs qui en sont convaincus. Par exemple, il y a Guy Standing, qu'on ne peut pas qualifier d'optimiste, qui dit qu'on vit dans un moment transformationnel, une crise dans lequel le monde est susceptible de tomber dans, je le cite, une sombre nuit de l'autoritarisme, du philistinisme et du néofascisme. Mais il dit peut-être qu'on pourrait quand même aller vers une espèce de nouvelle renaissance. Donc, d'après Standing, la croissance économique actuelle ne permettra plus de faire face aux menaces actuelles. Les politiques sociales existantes ne permettront plus de faire face aux crises à venir. Et il n'est pas totalement exclu qu'il y ait alors une crise majeure des institutions en place. Alors, le troisième scénario, qui est un peu plus encourageant, ce serait celui d'une transformation graduelle, progressive, d'un renouvellement des lieux de la concertation. Dans ce cas-là, on prend un peu les mêmes et on recommence. Et il s'agirait de faire vivre ces instances avec les mêmes acteurs, sur base de cette conviction maintenue selon laquelle les organisations patronales et syndicales sont non seulement compétentes, mais sont légitimes et on garde un monopole de la gestion des questions économiques. Mais dans ce cas-là, il faut sans doute ce que Murray et ses collègues appellent un besoin d'expérimentation institutionnelle. Face aux fractures et aux changements en cours, c'est peut-être pas c'est pas un changement des institutions, mais une expérimentation progressive qui est nécessaire, avec peut-être des acteurs les mêmes, mais un rôle qui pourrait évoluer, avec une concertation qui articule de manière originale les niveaux régionaux, internationaux, européens. En termes d'enjeux, peut-être qu'on peut s'atteler aux questions de revenus aussi en posant la question du changement technologique, des métiers, de la transition juste. Les finalités, moi j'ai relu, en préparant ceci, j'ai relu le projet de pacte social de 1944, et c'est impressionnant, le vocabulaire est très contemporain, et peut-être la question centrale qui était assurer les conditions d'existence de la population revient aujourd'hui au premier plan, et cette question reste là, mais la manière de l'aborder, bien sûr, est différente, avec sans doute aujourd'hui une centralité accrue de la transition juste. Peut-être aussi en termes de méthode de travail, y a-t-il des voies d'innovation possibles, avec des modes de consultation des jeunes, une utilisation des réseaux dits sociaux, avec des voies d'adaptation peut-être plus grandes, des méthodes innovantes de participation qui pourraient se développer. Il s'agit pour la concertation sociale aujourd'hui, dit Tudros, de développer de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs, de nouvelles procédures qui lui permettent de revivifier une démocratie sociale sans laquelle notre démocratie politique, que l'on dit fatiguée, ne saurait fonctionner ou se refonder. Voilà donc 3 scénarios possibles. Je pense qu'ils sont tous les 3 possibles. Donc la question, c'est lequel voulons-nous ? Quel est le scénario vers lequel nous voulons aller ? Et la question sous-jacente, c'est la suivante. Qui pilote la transition ? Qui va piloter la transition environnementale ? Est-ce que c'est le politique uniquement, pour autant qu'il la pilote ? Est-ce que c'est la société dite civile ? Ou est-ce qu'on veut garder un rôle important des organisations qui représentent les travailleurs et les entreprises ? Donc, poser la question ici, c'est bien entendu y répondre. J'ai relu aussi les principes directeurs publiés par l'Organisation internationale du travail en 2015 sur les principes directeurs pour une transition juste. En 2015, l'OIT insistait déjà sur la nécessité d'un consensus social. Je le cite, « Il est essentiel de parvenir à un solide consensus social sur l'objectif de la durabilité et les voies à suivre pour le réaliser.
Le dialogue social doit faire partie intégrante du cadre institutionnel régissant l'élaboration et la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux. Toutes les parties prenantes concernées devraient être consultées dans le cadre d'un processus approprié, permanent et éclairé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OIT. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, les instances de la concertation sociale, pour conclure, sont vraiment, comme le Conseil central de l'économie, ces instances constituent des lieux où peut se fabriquer, comme Luc l'a évoqué tout à l'heure, un consensus social argumenté, justifié et durable. Sur les questions de transition juste et de révolution technologique, ces lieux ont pleinement leur rôle. Comment peut-on créer une société décarbonée? Quelles sont les pistes pour transformer nos économies dans une économie durable? Comment assurer que les effets de la transition puissent être équilibrés, qu'on n'ait pas des gagnants et des perdants? Et comment, au-delà de ça, peut-on assurer que les politiques qui sont développées puissent être démocratiques? Il y a un double enjeu à ce niveau-là. Et les interlocuteurs sociaux restent pleinement légitimes pour fabriquer ce consensus. Et de nouveau, je vais citer Tudrose, nous ne réussirons à décarboner l'économie française, parenthèse, et cela avant 2050, que si les problèmes sont mis sur la table du dialogue social et qu'ils se règlent de façon pragmatique grâce à l'intelligence collective et la volonté de nouer les compromis nécessaires, des compromis exigeants et équilibrés, éclairés. Il y a un enjeu de démocratie qu'il faut considérer, dit Tudrose, de manière pragmatique. Je le cite, « S'il y a une fatigue démocratique, c'est-à-dire montée des extrêmes, outrance dans les débats publics, perte de la nuance, abstention aux élections politiques, le levier qui peut aider à refonder une démocratie politique à la fois apaisée et efficiente, c'est bien une démocratie sociale elle-même dynamique et efficiente. » Dans ce contexte actuel où on assiste à des transformations majeures de l'économie et du social, ça a pleinement du sens de disposer d'organes capables de construire un consensus social à travers les organisations représentatives de part et d'autre, en interaction avec le politique. Ça a pleinement du sens de faire vivre des lieux où les interlocuteurs sociaux peuvent attirer l'attention des gouvernements et des décideurs politiques, leur demander de placer des sujets à l'agenda, proposer leurs propres solutions. Et donc, si nous voulons le scénario de la transformation, les missions d'un lieu comme le Conseil central de l'économie restent plus que jamais pertinentes. Merci beaucoup. Je garde quand même le message que l'intérêt de la concertation, mais notre objectif de la renouveler et de l'adapter par rapport aux enjeux de demain. Et je pense que ça va être l'enjeu de nos 2 tables rondes maintenant pour pouvoir démontrer que nous sommes capables de répondre à votre questionnement. Merci beaucoup, professeur.